Bonjour à tous, je suis Florène Cordier, coach CO2 et aujourd'hui j'accueille Benoît Granier du réseau Action Climat qui vient de sortir donc un nouveau rapport qui s'appelle Alimentation et climat, l'heure des comptes pour les supermarchés. Donc c'est un rapport qui fait beaucoup couler d'encre, qui a été dans la presse, dans la radio, parce que ça épingle un petit peu le mode d'action des supermarchés aujourd'hui. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, de comprendre qu'est-ce que ça serait un supermarché qui aurait pris en compte les enjeux climatiques. Benoît, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter et nous présenter un petit peu le réseau Action Climat dont tu fais partie? Oui, bonjour Florène, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Benoît Granier, je suis docteur en sciences politiques et responsable alimentation au réseau Action Climat. Le réseau Action Climat étant une fédération d'associations françaises, donc 37 associations au total, qui sont engagées pour une transition écologique et solidaire. Et parmi nos membres, on trouve par exemple Greenpeace, le Secours catholique, Action contre la faim, France Nature Environnement, Oxfam et beaucoup d'autres. Ok, super. Donc, ça coordonne un peu les actions de ces associations, j'imagine. Exactement, sur tous les sujets qui sont liés au climat et sur l'alimentation, plus généralement l'alimentation durable. On va coordonner un petit peu les réflexions, les demandes et les propositions des différents membres parce qu'on est un interlocuteur important des acteurs publics. On siège notamment au Conseil national de l'alimentation et on est consulté dès qu'il y a une stratégie ou une loi qui va toucher les sujets d'alimentation et de climat plus généralement. Bah, écoute, tu es la bonne personne pour nous parler, je pense, de l'empreinte carbone de notre alimentation, puisque c'est le sujet de ma chaîne. Comment est-ce qu'on arrive concrètement à réduire son empreinte carbone? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'alimentation, qu'est-ce que ça représente dans notre empreinte carbone? Est-ce que c'est un poste fortement émetteur de gaz à effet de serre? Et qu'est-ce qui émet finalement le plus de CO2 ou de gaz à effet de serre, de manière générale, dans notre alimentation? Oui, tout à fait. L'alimentation aujourd'hui en France, c'est à peu près 24% des émissions qu'on a au niveau individuel. Et il se trouve que dans ces émissions, les 2 tiers environ, voire un petit peu plus, viennent des produits d'origine animale. Là, les principaux facteurs, ça va être la consommation de viande et de produits laitiers. Et ça, c'est lié au fait qu'on mange aujourd'hui, par exemple pour la viande, 2 fois plus de viande que la génération de nos grands-parents. On est on est dans le top 10, top 10 des consommateurs de viande au niveau mondial. Pour les produits laitiers, on est aussi les premiers consommateurs en Europe, en France. Et le problème, c'est que tous ces produits carnés et laitiers viennent en grande majorité d'élevage intensif en France, vu qu'on a 83% des poulets qui sont élevés en élevage intensif, 95% des porcs. Et donc, tous ces élevages sont à l'origine d'émissions de méthane pour les ruminants, donc tout ce qui va être les élevages bovins, par exemple, mais aussi de protoxyde d'azote, qui est un autre gaz qui est très réchauffant et qui va être lié à la fois à la déjection, enfin tout ce qui est déjection animale, et aussi à tous les engrais de synthèse qui sont utilisés pour produire l'alimentation des animaux. Ils sont vraiment une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre. Et les problèmes ne sont pas uniquement le climat, puisque ces élevages intensifs posent aussi beaucoup d'autres problèmes de déforestation, puisqu'on va beaucoup importer de soja pour nourrir les animaux dans les élevages intensifs, mais aussi de pollution locale, donc les pollutions de l'eau, que ce soit aux algues vertes ou les pollutions aux nitrates, mais aussi de pollution de l'air, qui sont liées à l'épandage aussi de ces engrais et aux déjections animales. Ok, donc c'est intéressant parce on parle toujours de CO2. En fait, c'est CO2 équivalent pour, en fait, ici, les émissions Exactement. de gaz à effet de serre, c'est d'autres gaz à effet de serre que le CO2. Et c'est des gaz à effet de serre très puissants, en fait, par rapport au CO2 en plus. C'est ça, ils sont émis pas forcément en quantité aussi grande que le CO2, mais ils ont un pouvoir réchauffant qui est souvent beaucoup plus important. Alors, du coup, le rapport s'intéresse à la prise en compte de l'enjeu climatique dans les supermarchés. Pourquoi s'être intéressé aux supermarchés? Est-ce que c'est quelque chose qui a une place importante dans l'alimentation des Français? Eh bien oui, c'est justement pour cette raison-là qu'on s'est intéressé à la grande distribution, vu que c'est entre 70 et 80% des achats alimentaires en France qui sont faits en grande et moyenne surface. On est à plus de 80% pour tout ce qui est viande et charcuterie. Aujourd'hui, si les supermarchés ne permettent pas d'avoir une alimentation durable, ça va être impossible au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, d'avancer à la fois dans le cadre de la transition climatique, mais aussi d'avoir une alimentation qui va être plus saine au niveau individuel. Pour détailler un petit peu, on a donc ce fait que la plupart des courses sont faites en supermarché et le fait que les supermarchés ont aussi un pouvoir important à la fois vis-à-vis de leurs fournisseurs. Donc, c'est eux qui vont pouvoir déterminer quels sont les produits qui sont en magasin, comment est-ce que leurs fournisseurs sont rémunérés. À peu près la moitié des ventes de la grande distribution en volume, c'est des marques de distributeurs. Donc, c'est des cahiers des charges en plus qui sont fixés par les enseignes elles-mêmes. Donc, il y a tout cet aspect d'impact important vis-à-vis des fournisseurs.
Et après, il y a tout ce que les enseignes peuvent aussi faire vis-à-vis des consommateurs. Et qu'on pourra revenir en détail après, mais à la fois le fait de choisir les produits qui sont dans les magasins et après de pouvoir aussi orienter les choix et les achats de leurs clients. D'accord. Bah, justement, moi, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice d'imagination. Si on se projette vers 2040, dans une quinzaine d'années, on imagine que l'urgence climatique a enfin été prise en compte par tous les acteurs possibles et imaginables, dont les supermarchés. On imagine qu'on se balade là avec notre caddie dans un supermarché. À quoi il ressemble, ce supermarché qui a pris en compte l'enjeu climatique? Alors ça, c'est une bonne question qui demande à faire de la prospective. En 2040, on peut aussi se demander, est-ce qu'il y aura encore des supermarchés? Est-ce qu'on n'aura pas aussi des magasins qui sont aussi de plus petite taille, qui sont vraiment configurés autrement pour ne pas être dans une logique d'incitation à la surconsommation et de recherche des prix bas comme aujourd'hui? Ce que montre le rapport, c'est justement qu'il y a aussi un problème avec le modèle même de la grande distribution. Et donc, en 2040, si on a des choses qui ressemblent encore à des grands supermarchés, dans l'idée aussi d'avoir pas mal de produits différents au même endroit pour rendre les choses aussi pratiques pour les consommateurs. Donc, si on est dans cette idée-là, déjà, les magasins seront plus petits, ne seront pas agencés pour inciter à la surconsommation, et la nature des produits, déjà, sera très différente. Il y aura beaucoup moins de viande et de produits laitiers, mais ils seront en quasi-totalité issus d'élevages qui sont écologiques ou bien durables. Beaucoup plus issus aussi de production et de fermes locales et beaucoup moins provenant de l'autre bout de la France, de l'autre bout de l'Europe. On aura aussi beaucoup moins de produits transformés et surtout beaucoup moins de produits ultra transformés. Et puis, la façon dont les rayons seront organisés sera aussi complètement différente. Les produits qui seront mis en avant seront des produits qui sont bons pour la santé, bons pour la planète. Donc, beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de sources de protéines végétales, comme les céréales complètes, comme les légumes secs. On aura aussi beaucoup moins d'emballage et beaucoup plus de vrac. Donc, on aura finalement un environnement alimentaire qui rendra facile, voire même évident, de faire des achats qui sont bons pour notre santé, bons pour la planète. On n'aura pas besoin de se poser des questions sur les impacts et vraiment aussi sur la façon dont sont rémunérés les fournisseurs, parce qu'on aura aussi une évolution de la réglementation qui fait en sorte que les produits qui sont dans les rayons rémunèrent correctement leurs producteurs. Et oui, effectivement, c'est important aussi. Et alors, aujourd'hui, donc le rapport, justement, tu as étudié, plusieurs enseignes pour, vérifier qu'elles répondaient à tous ces critères et alors on est très loin du compte puisque la meilleure enseigne obtient 9 sur 20, je crois, enfin, en tout cas, n'obtient même pas la moyenne. Est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui, finalement, les supermarchés, ils en sont où? Oui, bah, en effet, c'est vrai que la note la plus élevée, elle est de 9 sur 20, la note la plus basse de 6 sur 20. Donc, le constat qu'on a, c'est que c'est vraiment toutes les enseignes qui aujourd'hui ne sont pas à la hauteur. Il y a des enseignes qui sont un peu mieux que d'autres, mais globalement, le compte n'y est pas. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça, mais la première raison qui fait qu'aucune enseigne ne peut avoir plus de la moyenne, c'est que malgré le fait que certaines enseignes s'engagent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la moitié des enseignes le font, même si pas suffisamment. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a une contradiction parce qu'elles continuent à inciter à la surconsommation de viande et de produits laitiers, d'autant plus que ces produits sont, comme je l'ai expliqué, en immense majorité issus d'élevage intensif. Sans parler aussi des incitations à consommer des produits transformés, voire ultra transformés, avec ou sans viande et produits laitiers. Ce qu'on a pu observer, c'était qu'il y avait des stratégies de publicité, des stratégies aussi de promotion, de marketing, à la fois dans les magasins, dans les catalogues, à la télévision, qui vont toutes dans le sens d'inciter à consommer en grande quantité de la viande et des produits laitiers, qui sont donc en majeure partie industriels. Et ce qu'on a vu, par exemple, aussi dans les rayons de supermarché, c'est qu'il y a, par exemple, moins de 10% de l'offre de poulet ou de steak haché qui vont être bio. Et si on va voir dans les rayons des plats préparés, 92% des plats en moyenne contiennent de la viande ou du poisson. Donc, à l'heure où il y a un accord scientifique d'un point de vue durabilité et santé sur les avantages d'un régime flexitarien et la nécessité de consommer des produits issus d'élevage plus durables, eh ben, si on fait ses courses en supermarché aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir une alimentation saine et durable. Et oui, effectivement. Et donc ça concerne, une grande majorité de Français en plus. Alors à quel point on doit attendre finalement des supermarchés qu'ils changent leurs pratiques d'eux-mêmes? Est-ce que c'est pas, finalement vous faites aussi des recommandations pour les pouvoirs publics dans le rapport? Est-ce que, est-ce que c'est pas ça la solution, quoi? Alors, c'est vrai que dans le rapport, on montre bien qu'il y a différents niveaux d'action. Les enseignes de la grande distribution peuvent faire beaucoup de choses.
D'ailleurs, il y a déjà quelques initiatives qui sont intéressantes, qui sont prises par quelques enseignes et moins par d'autres. Par exemple, on a Carrefour, on a Monoprix, on a Lidl qui ont commencé à faire des campagnes de sensibilisation à une alimentation plus végétale, que les autres enseignes ne font quasiment pas, voire pas du tout. Mais plus généralement, il y a d'autres exemples qui sont inspirants dans d'autres pays. Si on va voir par exemple ce qui se passe en Allemagne, il y a 6 enseignes différentes qui ont décidé qu'à partir de 2030, toutes les viandes issues des élevages les plus industriels, les plus intensifs, seront exclues de leur rayon. Vous avez aussi, il y a quelques jours, Lidl qui a annoncé, ça c'est le groupe Lidl en Allemagne, je ne parle pas de Lidl en France, mais le groupe Lidl en Allemagne qui a annoncé une nouvelle stratégie consistant à réduire les ventes de produits d'origine animale, en particulier de viande, et à l'inverse, à vendre et proposer beaucoup plus de sources de protéines végétales, donc les fameux légumes secs, les céréales complètes, etc. Donc il y a des supermarchés ailleurs qu'en France qui font des choses. Donc, il y a vraiment une possibilité pour les enseignes en France d'agir sur ces sujets-là, d'arrêter aussi les promotions, la publicité pour les viandes issues d'élevage intensif et plus généralement pour les produits qui sont mauvais pour la santé et mauvais pour la planète. Mais c'est vrai que la grande distribution, bon, après, il y a aussi tous les enjeux de transparence, hein. Un enjeu d'être plus transparent par rapport aux impacts, plus transparent aussi par rapport à la rémunération de ses fournisseurs, d'avoir plus recours aussi à des contrats qui permettent de garantir des prix, des volumes sur plusieurs années aux fournisseurs. Ça, pour les agriculteurs et pour les éleveurs, c'est quelque chose qui est indispensable, que certaines enseignes commencent à faire un petit peu, mais ça reste vraiment des choses qui sont mises en avant dans les rapports RSE avec quelques exemples, mais qui sont encore loin d'être systématisées. Donc, il y a des choses qui sont à faire, mais c'est vrai que la grande distribution, aujourd'hui, elle est dans un écosystème plus large. Elle dépend aussi des politiques agricoles qui sont menées et du système agricole qu'on a en France. Et elles vont aussi dépendre en partie de la demande que les consommateurs vont avoir. Puisque certes, la grande distribution peut influencer cette demande en agissant sur les prix, en agissant sur les promotions, sur le marketing. Par exemple, si aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de demandes pour les produits bio en supermarché, c'est aussi parce que les supermarchés font beaucoup de marge sur les produits bio, font beaucoup de promotions sur les produits non bio, mettent en avant surtout les produits non bio en magasin. Donc forcément, on consomme moins ces produits-là. Mais un autre acteur qui a beaucoup d'influence pour faire évoluer le système agricole et la demande des consommateurs, c'est bien l'État. Et là, les pouvoirs publics, on le détaille aussi dans le rapport, sont aujourd'hui largement insuffisants dans leur action. Tu peux nous détailler un peu qu'est-ce que tu attendrais des pouvoirs publics s'ils agissaient à la hauteur finalement? Oui, du côté de la production, il y a besoin d'avoir plus d'investissement des pouvoirs publics pour favoriser la transition vers un système agricole plus durable. On a un rapport de la Cour des comptes de l'an dernier qui montre un manque très important de soutien, en particulier économique, de l'État pour toutes les filières biologiques, par exemple. Et plus généralement, les financements européens et français ne financent pas du tout assez aujourd'hui les éleveurs pour aller vers des élevages plus durables. Donc, on a encore beaucoup trop de financements publics qui vont aller vers des modèles d'élevage intensifs, vers une agriculture aussi intensive, gourmande en pesticides et en engrais chimiques. Et donc aujourd'hui, tant qu'on n'a pas un fléchage des financements publics vers des modèles de production plus vertueux, c'est compliqué d'avoir une transition en France sur ces sujets-là. Et de l'autre côté, il y a aussi un besoin d'avoir plus d'encadrement de la grande distribution. Donc, si les supermarchés aujourd'hui font plus de marge sur les produits bio, font de la promotion et du marketing, surtout pour des produits mauvais pour la santé et pour la planète, c'est aussi parce que la réglementation l'autorise totalement. Donc, il y a un enjeu à ce que les marges des supermarchés, à ce que aussi les politiques de promotion soient encadrées par les pouvoirs publics. Et plus généralement, il y a aussi un enjeu important à ce qu'il y ait plus de sensibilisation et d'éducation qui soit faite sur l'alimentation saine et durable. Aujourd'hui, ce qu'on a pu observer dans les supermarchés, c'est qu'il y a quelques enseignes qui font des campagnes pour promouvoir une alimentation plus végétale. Et ces campagnes-là, elles sont quasiment plus importantes de la part des supermarchés en question que de la part des pouvoirs publics qui communiquent extrêmement peu sur le sujet. On attend toujours une campagne de communication qui explique pourquoi est-ce qu'il faudrait consommer moins de viande, mais de meilleure qualité, à la fois pour la santé et pour le climat. C'est quelque chose aujourd'hui qui fait cruellement défaut. Et plus largement, outre l'éducation et la sensibilisation, il y a aussi la question de l'information qu'on donne au consommateur quand il fait ses achats. Aujourd'hui, on a un Nutri-Score sur la nutrition, mais on n'a pas encore d'étiquetage environnemental qui permette de renseigner les impacts écologiques des produits alimentaires, mais aussi sur le mode d'élevage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a environ 90% des Français qui souhaitent un étiquetage environnemental qui indique aussi le mode d'élevage.
Mhm. C'est pour ça que le réseau Action Climat, dans le cadre de sa campagne, a aussi lancé une pétition en ligne pour demander au pouvoir public de ne pas céder face à la pression de beaucoup de lobbies agricoles et agroalimentaires qui sont défavorables à un tel étiquetage et pour demander à ce qu'il soit mis en place voilà, sans céder à la pression de ces lobbies. Et oui, et je suis bien allée la signer parce que moi aussi, j'aimerais bien pouvoir choisir mes produits dans mon supermarché en regardant, en comparant les étiquettes, hein, ça c'est une évidence. Mais alors, tu parles beaucoup de l'élevage intensif. Un élevage intensif, c'est plus mauvais en termes d'émissions de gaz à effet de serre qu'un élevage alors que plus durable. Je ne sais même pas à quoi ça correspond. Tu peux nous expliquer un peu la différence, en quoi c'est meilleur? Oui, bah, déjà pour revenir un peu sur les définitions, les élevages intensifs, c'est vraiment où on essaye de produire un maximum de viande sur un temps minimum et on n'a aucun lien avec le sol. On ne parle même plus d'agriculture finalement, parce que l'agriculture, c'est le travail de la terre. Un élevage intensif, c'est un bâtiment avec des animaux à l'intérieur qui ne voient pas le jour durant toute leur vie. Et on va devoir aller produire sur des parcelles agricoles plus ou moins éloignées de l'alimentation. On doit la supplémenter avec des compléments alimentaires, on doit créer des aliments concentrés. Ça a beaucoup d'impact sur l'environnement, ça contribue à la déforestation. On a des monocultures qui sont très riches en pesticides et en engrais chimiques. Et tout ça, donc, on va le produire au détriment d'autres productions qu'on pourrait avoir, hein, comme des fruits et des légumes pour nourrir des humains, par exemple. Et avec ça, on va réussir à produire des produits, bah, en France, ça va être principalement de la volaille et du porc, mais avec des impacts qui sont extrêmement forts pour le climat, mais aussi tout ce qui est les pollutions locales, parce qu'on a des gros problèmes de gestion des déjections animales qui sont tellement importantes et tellement concentrées, ça donne tous les problèmes liés aux algues vertes, pollution en nitrate, pollution de l'air, qu'on connaît en particulier en Bretagne, mais pas uniquement. Et à l'inverse, des élevages écologiques, c'est des élevages qui sont plus extensifs. Donc, on a des animaux qui ont un accès au plein air. Pour les ruminants, ça va être de l'élevage herbagé, où on a donc des prairies permanentes avec des animaux qui s'alimentent principalement pour les ruminants eh bien, d'herbe, mais plus généralement, c'est une alimentation qui est beaucoup plus produite sur la parcelle, à proximité. Donc, on appelle ces élevages écologiques des élevages qui sont extensifs, qui sont économes en ressources et qui sont aussi largement autonomes pour l'alimentation des animaux. Et ces élevages-là, ils ont beaucoup d'avantages. D'un point de vue des élevages de ruminants, donc tout ce qui va être élevage de vaches, là, c'est intéressant parce qu'on a des prairies permanentes qui peuvent stocker du carbone et qui sont aussi intéressantes pour la biodiversité, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas une concentration trop forte d'animaux, sinon on perd ces avantages de stockage et de biodiversité. Et après, pour les élevages de porc et de volailles, là, sur la question des émissions de gaz à effet de serre, ça va dépendre de l'alimentation animale. On n'est pas forcément énormément gagnant par rapport à un élevage intensif si on regarde un morceau de viande, par exemple, un morceau de poulet ou un morceau de porc. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas uniquement une question de climat. Si on a des élevages intensifs, on peut, d'un point de vue purement climat, être pas forcément si mal que ça par rapport à, si on raisonne vraiment par rapport à un morceau issu d'un élevage qui soit en bio, par exemple. Mais si on regarde tous les autres impacts, l'écotoxicité, la biodiversité, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols, etc., là, c'est la catastrophe. Donc, si on a une vision qui est purement climat de la transition de l'élevage, on va dans le mur. Par contre, si on a une vision qui prend à la fois le climat, la biodiversité, la préservation des ressources et aussi la qualité nutritionnelle de l'alimentation, là, on se rend compte qu'on a besoin à la fois d'avoir des élevages qui soient donc plus extensifs, plus durables, typiquement des élevages en bio, et en même temps d'avoir une production de produits d'origine animale qui soit plus faible et une consommation aussi qui soit plus faible. C'est vraiment les deux ensemble qui permettent de cocher toutes les cases, pas uniquement climat, mais aussi tous les autres enjeux environnementaux. Ok, d'accord, oui, d'où l'intérêt d'avoir effectivement un affichage environnemental qui soit multifacteur, comme ça, histoire qu'on voilà, on privilégie pas quelque chose au détriment d'autres choses qui soient bons pour la planète, quoi. Oui, c'est bien Exactement. clair. Si on prend des élevages de bio, de viande bio, finalement, on est dans du durable. Est-ce qu'on peut continuer à manger autant de viande? Oui, là, c'est une bonne question, puisqu'aujourd'hui, on a une attente qui est vraiment importante de la part de la population pour manger beaucoup plus local. Et par rapport à ce sujet-là, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près entre 50% et les 2 tiers des terres arables en France, donc les terres cultivables, qui sont utilisées pour nourrir les animaux d'élevage dans les élevages industriels.
Donc, il y a un enjeu qui est vraiment important pour l'avenir, c'est que si on a envie de pouvoir consommer des fruits et des légumes secs, etc., qu'on a produits localement ou au moins en France, il y a besoin de dédier moins de terres agricoles aux élevages intensifs et donc d'avoir à la fois ces élevages écologiques plus autonomes et en ressources que j'ai déjà évoquées, mais aussi de pouvoir avoir beaucoup plus de terres allouées à la production de notre alimentation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 50% des fruits et légumes que l'on consomme et 50% des légumes secs que l'on consomme qui sont importés, faute aussi d'avoir suffisamment de surface sur le territoire. Ça, c'est incroyable, hein, parce qu'on a l'impression qu'on est autonome, alimentairement parlant, qu'on est un grand pays agricole et tout. Et en fait, il est en train de nous dire que toute cette surface agricole, elle est utilisée pour produire de la viande et qu'on est obligé d'importer nos fruits et nos légumes. Voilà, heureusement, ce n'est pas l'ensemble de la surface, mais c'est vrai que c'est une partie importante, plus de la moitié de cette surface qui est réquisitionnée par les élevages intensifs. Et d'où l'enjeu justement à terme de cette transition des élevages industriels vers des élevages qui soient plus extensifs, plus durables, et dans le même temps de réduire la consommation de ces produits en privilégiant ceux issus d'élevages durables, de type élevage biologique, etc. Et malgré ces 50-60% de surface agricole dédiée à l'élevage, on est obligé d'importer du soja avec tout ce que ça implique en termes de déforestation en Amérique latine, etc. Exactement, vu que la quantité d'animaux concentrés dans ces élevages est telle que ça ne serait pas possible de pouvoir produire toute leur alimentation, tout ce dont ils ont besoin sur notre territoire. Il faudrait plusieurs départements entiers dédiés à la production du soja pour y arriver. C'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Donc, pour des questions d'autonomie, de souveraineté alimentaire, cette transition vers le moins et mieux de produits d'origine animale est en fait aussi indispensable. Alors, nous, les consommateurs, finalement, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire évoluer les supermarchés? Oui, c'est vrai qu'en tant que consommateur, quand on voit cette étude, on peut se demander, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a différentes solutions. Déjà, c'est vrai que, comme je disais, avec le modèle idéal en 2040, on peut espérer qu'on fasse quand même moins les courses en supermarché, surtout si les supermarchés n'évoluent pas. Puisque si les supermarchés ne prennent pas leurs responsabilités, en tant que consommateur, la solution pour consommer de façon plus durable, elle est principalement d'aller voir ailleurs que dans les supermarchés. D'aller voir les circuits courts de proximité, la vente directe, des marchés avec des producteurs bio ou bien qu'ils soient locaux et en agroécologie, aussi tout ce qui est les systèmes de paniers, d'AMAP, etc. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas toujours ces alternatives qui sont disponibles près de chez soi. On n'a pas forcément non plus toujours assez de temps. Des fois, c'est des produits qui aujourd'hui sont encore plus chers. Donc, c'est vrai que c'est important, dans ces conditions-là, soit d'essayer de faire en sorte d'avoir une alimentation plus durable en supermarché. Là, ça peut passer par le fait de faire des remarques auprès du gérant de son supermarché, par exemple, en disant moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on n'ait pas assez de produits durables, qu'il y ait plus de marge sur les produits bio, qu'il y ait des promos sur les produits les pires pour la santé et pour l'environnement. Donc, exprimer son besoin de changement. Ça peut aussi être, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, aller signer la pétition du réseau Action Climat pour un affichage environnemental. Je profite pour glisser encore une fois cette petite pétition. Et je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Hein. Voilà. Et après, ça passe aussi, comme je l'ai expliqué, par agir auprès des pouvoirs publics. Puisque aujourd'hui, un des problèmes du fait que la grande distribution n'est pas responsable, c'est aussi qu'elle n'est pas encadrée et qu'on lui laisse les mains libres. Donc, faire pression sur les pouvoirs publics lors des élections, quand il y a des pétitions qui sortent auprès de ces députés locaux, etc. Tout ça, c'est quelque chose aussi qui peut compter. Et puis, pour être complet sur ce sujet, ouais, non, c'est vraiment ça. Et puis après, faire aussi ce qu'on peut en magasin pour aller choisir des produits qui soient les plus responsables. Mais là, c'est pas facile, puisque comme je l'ai dit, les politiques de prix, les politiques d'information ne rendent pas ça aisé. Oui, tout à fait, effectivement. Mais alors justement, au niveau de l'information, est-ce qu'il y a des labels qui ont une vraie valeur ajoutée sur le plan carbone, notamment, mais aussi environnemental, pour qu'on puisse se repérer déjà dans ce qui existe? Oui, là, c'est une bonne question. Il y a d'ailleurs une étude menée par le bureau d'études Le Basique avec Greenpeace et WWF France il y a 1 an ou 2, qui a analysé de manière systématique les différents labels. D'accord. Et là, ma réponse, elle ne va pas être uniquement sur le climat, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la solution d'un point de vue climat pour l'alimentation, elle est multifactorielle, elle n'est pas uniquement climat. Mais il y a des labels
qui ont une très forte valeur ajoutée, c'est tous les labels de l'agriculture biologique, que ce soit D'accord. l'agriculture bio, mais aussi bio et équitable en France, nature et progrès, il y a différents labels. Et ceux-là, ils ont la valeur ajoutée la plus forte. Il y a une note récente de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, il y a quelques jours, quelques semaines, qui présentait encore les labels bio comme étant les plus robustes. Il n'y a pas de doute dessus. Donc, c'est vraiment sélectionner ces produits-là dans la mesure du possible. Évidemment, c'est mieux quand c'est bio et local, puisque du bio qui vient de très loin, il y a aussi des questions de traçabilité, des questions d'impact liés au transport, etc. Et vraiment, les produits bio, c'est vraiment un label vraiment, vraiment important. Et puis après, il faut aussi se méfier de tout ce qu'on va appeler les faux labels ou les pseudo-labels, qui sont des labels qui peuvent être séduisants parce qu'on a l'impression que c'est mieux qu'un produit classique, mais qui n'ont pas forcément de vraie valeur ajoutée. Donc, c'est le cas, par exemple, de haute valeur environnementale. Il y a un label aujourd'hui qui a quasiment aucune valeur ajoutée, même pour la biodiversité, alors que c'est ce qui est mis en avant. Ça a été pointé du doigt non seulement par le rapport que j'ai évoqué, mais aussi par l'Office de la biodiversité, qui a remis un rapport au gouvernement il y a un an ou deux, là encore, en montrant l'absence de valeur ajoutée de ce label. Et après, vous avez d'autres labels aussi dont il faut se méfier, comme le zéro résidu de pesticides, qui dit quelque chose qui est qu'il n'y a pas de résidus de pesticides, ou disons très peu sur les produits, mais qui ne dit rien des conditions de production, où là, vous pouvez quand même avoir beaucoup de pesticides qui sont utilisés. Ok, bah, c'est vraiment bon à savoir parce que moi, je n'avais pas fait le lien entre le bio et le climat. Pour moi, le bio, c'était les pesticides. Et c'est vrai que je pense que dans la tête du consommateur, on n'est pas forcément au courant de tous les critères qu'il peut y avoir dans ce label, qui devrait peut-être être renommé. Je ne sais pas. Mais voilà. C'est vrai que là, pour préciser un petit peu sur ce point, l'agriculture biologique, elle est intéressante parce qu'elle proscrit les intrants chimiques, donc tout ce qui va être les engrais azotés. Et les engrais azotés, c'est vrai que ça émet du protoxyde d'azote, donc ça contribue au réchauffement. Mais plus généralement, l'avantage numéro un de l'agriculture biologique, ça ne va pas être la question du climat, c'est vraiment tous les autres impacts. Et donc, il y a vraiment différentes briques qu'il faut mettre ensemble pour avoir une transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation. D'un point de vue purement climat, le plus important, c'est de manger beaucoup moins de viande et de produits laitiers. Déjà. Privilégier les produits de saison et locaux. Là, c'est vraiment pour le point de vue climat. Et après, sur tous les autres enjeux, qui sont extrêmement importants. Sans biodiversité, sans préservation de la qualité des sols, il n'y a plus d'agriculture possible. C'est aussi simple que ça. Et donc, sur ces sujets-là, l'agriculture biologique, elle est indispensable. Et un autre enjeu que je n'ai pas trop évoqué, mais aujourd'hui, les attentes en termes de bien-être animal en France sont extrêmement importantes. On a plus de 90% des Français qui souhaiteraient idéalement qu'il n'y ait plus d'élevage intensif. Et j'allais te demander ça, s'il y avait un label justement qui existait, parce que pour l'instant, je n'ai jamais vu. Mais voilà. Eh bien, il se trouve que le label bio pour les élevages garantissent des normes de bien-être animal et un accès au plein air de manière extrêmement forte. Donc, si on s'intéresse au bien-être animal, aujourd'hui, le seul label qui va vraiment garantir ça, avec du label rouge pour la volaille et pour la viande bovine, mais le label bio, c'est le label qui coche toutes les cases en termes de bien-être animal, en termes ensuite de préservation de l'environnement. D'accord. Tu vois, moi, j'imaginais des poulets en batterie élevés au grain bio et que ça faisait des poulets bio. Et en fait, pas du tout. Il y a beaucoup plus de critères que ça. Voilà, non. Et puis, voilà. En effet, pour faire aussi ce lien entre climat et bio, ce qui est intéressant, c'est que le GIEC, qui est donc vraiment focalisé sur le climat, promeut l'agroécologie comme une solution non seulement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais surtout aussi pour avoir de la résilience. Donc, l'agroécologie, c'est non seulement une solution de la transition, mais c'est aussi quelque chose qui va permettre de faire face aux différentes conséquences et aux impacts du changement climatique sur nos modèles agricoles. Eh oui, d'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des labels aussi pour les viandes sans importation de soja, hein, parce qu'on a quand même ce soja d'Amérique latine qui sert à nourrir beaucoup de bétail, hein, si j'ai bien compris, qui déforeste en partie la forêt amazonienne selon comment c'est produit. Est-ce qu'on a un label qui nous garantit qu'une viande n'a pas ce soja-là? Encore une fois, le label bio garantit cela. Le label bio. En quoi c'est un label qui est quand même très, très intéressant sur pas mal de sujets différents. Et là, il faut aussi reconnaître que les enseignes de la grande distribution, qu'on a analysées dans le rapport, se sont engagées alors, à des horizons différents, 2025 ou 2030, à ce que les produits en marque de distributeur ne comportent plus de risque de déforestation importée. D'accord. Ça veut dire que d'ici quelques années, à condition, bien sûr, que les enseignes arrivent à atteindre leur objectif,
Mais il y a un vrai travail collaboratif qui est fait entre les différentes enseignes avec une ONG qui s'appelle Earthworm, qui les accompagne justement pour atteindre ces objectifs-là. Donc, on peut espérer que d'ici quelques années, les produits de marque de distributeurs ne comportent plus ces risques de déforestation importés. Mais voilà, là, l'avenir nous le dira. D'accord, mais en tout cas, le bio nous le garantit aujourd'hui, si j'ai bien compris. Exactement. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Et alors, tu parlais tout à l'heure justement du fait que les marges étaient plus élevées sur les produits bio en supermarché. Moi, j'ai découvert ça en lisant ton rapport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bah, c'est quelque chose en fait qui n'est pas vraiment un scoop, dans le sens où il y avait déjà une étude de l'UFC Que Choisir en 2017 qui a été actualisée depuis, qui montrait qu'il y avait 2 fois plus de marge sur les produits bio pour les fruits et légumes par rapport aux fruits et légumes conventionnels en supermarché. Et c'est quelque chose qui s'explique par le fait que le taux de marge appliqué par les enseignes est le même, mais vu que le prix des produits, le prix d'achat pour elles de ces produits n'est pas le même, bah, au final, la marge est beaucoup plus importante. Et la conséquence, c'est que déjà que les produits bio sont un peu plus chers aujourd'hui, si en plus les enseignes font des surmarges sur ces produits-là, eh bien les ménages aisés peuvent toujours réussir à les acheter, ils ont les moyens, mais pour les ménages moins aisés, eh ben, ça devient quasiment prohibitif. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment problématique. Et nous, on n'a pas pu avoir de données précises sur les marges sur les produits, tout ce qui est viande, les produits laitiers bio ou label rouge, par exemple. Mais les différents experts et les gens qui travaillent dans la grande distribution avec qui on a échangé nous ont confirmé que oui, les marges étaient plus fortes sur la viande bio que sur la viande classique, surtout parce que les viandes et produits laitiers industriels, c'est vraiment les produits sur lesquels les enseignes compressent le plus leurs marges en se disant qu'on va pouvoir attirer les consommateurs en faisant beaucoup de publicité pour la viande, en montrant que c'est pas cher, qu'il y a des promos. Ce qui est d'ailleurs pas spécifique à la viande industrielle, vu que ces stratégies aussi de casser les prix avec des marges compressées pour attirer les consommateurs, c'est aussi ce qu'on va trouver sur des produits de type pâte à tartiner, de type soda, qui sont très mauvais pour la santé. Donc on se rend compte que vraiment les politiques de prix et de marge sont vraiment sur les produits qui sont souvent vraiment mauvais pour la santé et pour l'environnement. Est-ce qu'on pourrait finalement, la grande distribution a mis en place un système de bonus-malus inversé, c'est-à-dire qu'elle met un bonus sur les mauvais produits, les produits mauvais pour la santé et pour la planète, et puis elle met un malus sur les produits qui sont bons pour la santé et pour la planète, quoi. On pourrait imaginer effectivement qu'il y a une régulation pour inverser ça, hein. Ah, voilà, c'est exactement ce que le réseau Action Climat et ses membres demandent au pouvoir public. Ouais. On a aussi fait cette demande aux enseignes directement. Mais c'est vrai qu'on est dans un système dans lequel, si une seule enseigne bouge et pas les autres, il y a un risque concurrentiel. Donc, l'attente qu'on va avoir, c'est soit que les enseignes se mettent d'accord, elles sont d'accord sur le principe que c'est problématique. Quand on discute avec les divisions RSE, c'est quelque chose qui est reconnu, que ce n'est pas souhaitable d'un point de vue durabilité. Donc, soit les enseignes prennent leurs responsabilités collectivement et font évoluer leurs pratiques, soit les pouvoirs publics, et c'est la chose qui apporte le plus de garanties, agissent sans tarder pour changer le cadre. C'est vrai que sur cette question de bonus-malus, c'est une bonne comparaison. Aujourd'hui, la grande distribution nous parle beaucoup du juste prix de l'alimentation, et elle nous fait croire que le juste prix, c'est le prix bas, le prix compressé, en omettant le fait que ce prix bas est synonyme à de problèmes pour la santé, de problèmes pour l'environnement, et aussi de mauvaise rémunération pour les agriculteurs. Et oui, effectivement. Il y a quelque chose à changer là, effectivement. Alors, quelles vont être les suites justement de ce rapport-là maintenant, ton activité dans les prochains temps? Explique-nous un peu ce que tu vas faire. Eh bien, sur ce rapport, on avait déjà pris rendez-vous avec les enseignes, puisqu'on a déjà échangé avec leur direction RSE avant la sortie du rapport et même au moment où on a commencé à travailler dessus. On a prévu de rééchanger avec elles dans les prochaines semaines pour discuter, avoir un peu leur retour sur notre travail et aussi discuter de nos recommandations. On aimerait aussi qu'elles s'engagent publiquement en faveur de certaines des demandes qu'on va porter auprès des pouvoirs publics. Et après, plus généralement, on va retravailler l'année prochaine pour faire une nouvelle collecte de données parce qu'on va renouveler cette campagne avec une nouvelle évaluation fin 2024 ou début 2025 qui sera faite pour pouvoir comparer et voir un petit peu les progrès réalisés durant ces 2 années. Et plus généralement, outre la question de la grande distribution, vu que j'ai bien montré que c'est un enjeu qui n'est pas uniquement les supermarchés, mais aussi des politiques publiques, en France est discutée actuellement la future stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. Et il se trouve que le réseau Action Climat fait partie des ONG qui sont sollicitées dans la concertation
Et ce que je vais faire, c'est porter les recommandations que vous avez pu voir dans le rapport auprès des pouvoirs publics pour avoir une stratégie qui soit vraiment ambitieuse. Eh ben super, écoute, on est tous avec toi, je crois. On te soutient dans ces actions. C'est vraiment super de voir que ça bouge et qu'on challenge finalement les supermarchés et les pouvoirs publics sur ces questions-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant la fin de l'interview. Bon, bah, je voulais te remercier pour l'intérêt pour notre étude. Voilà, j'espère aussi, toutes nos associations espèrent aussi que ça permettra de faire bouger les choses dans le bon sens pour le climat et aussi pour notre santé à toutes et tous. Tout à fait. Et ben, sur ces bonnes paroles, du coup, je te dis au revoir, à bientôt et puis bon courage. Et donc, n'oubliez pas, ceux qui nous regardent, d'aller signer la pétition. Je mets le lien en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, Benoît, de ton intervention et du temps que tu as consacré à nous expliquer ce super rapport, hein, que je recommande d'ailleurs la lecture de l'introduction qui est absolument limpide, qui adresse bien les enjeux. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Florène. Merci, au revoir.